Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. Autant l'admettre tout de suite, cet épisode ne va pas être des plus réjouissants. Au contraire même, je dirais plutôt qu'on peut le décrire comme rabat-joie. C'est d'ailleurs une manière commune de repousser les personnes qui essaient de sensibiliser sur les sujets environnementaux ou climatiques. Ah, mais t'es vraiment un rabat-joie. Toujours là pour plomber l'ambiance, toi. Pardon si certains veulent éveiller les consciences pour qu'on puisse vivre encore décemment dans 30 ans. Dans ce deuxième épisode du Point Résistance écologique, on va donc parler du cœur du sujet, c'est-à-dire les menaces qui pèsent sur l'humanité, sur notre monde tel qu'on le connaît, et sur tout le vivant. Bien sûr, il ne s'agit que de théories plus ou moins concrètes, fondées et crédibles, mais la réalité étant ce qu'elle est, le consensus scientifique estime que leur probabilité est malheureusement forte à moyen terme. En résumé, si le 21e siècle est le siècle des menaces, comme le dit Jacques Blamont dans son livre éponyme, c'est pour 4 bonnes raisons. Le changement climatique, l'écocide, l'effondrement et la 6e extinction de masse. C'est d'ailleurs ce que je mentionne dans l'introduction du podcast. Ces 4 concepts sont clairement liés et s'entremêlent parfois, ils se confondent souvent, mais au fond, que signifient vraiment ces menaces ? Le changement climatique, d'abord, tu le connais sans doute un peu, c'est le dérèglement du climat, qui est causé par l'activité humaine de ces derniers siècles. Alors évidemment, le climat se modifie aussi sans activité humaine, mais là, ça n'a rien à voir. Évidemment qu'il y a eu une ère glaciaire il y a quelques milliers d'années, évidemment qu'il y en aura sans doute d'autres, mais là, on parle vraiment d'un changement climatique qui est anthropique, donc qui est clairement du fait de l'homme. Et ça, pratiquement 100% des scientifiques sont d'accord là-dessus. C'est particulièrement depuis la révolution industrielle que ce changement climatique commence à s'observer, notamment en raison des émissions de gaz à effet de serre et d'autres éléments. Mais le changement climatique, ce n'est pas seulement une hausse des températures à l'échelle mondiale, comme certains et certaines le pensent, cela va bien au-delà. C'est pas seulement 5 degrés de plus en été, ou des hivers un peu moins frais. C'est bien plus que ça, c'est bien plus grave que ça. C'est une multiplication des canicules qui seront de plus en plus chaudes, et on voit ce que ça donne par exemple en 2019, une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les tempêtes, les inondations, les ouragans, donc des événements qui mettent à la rue beaucoup de gens, qui causent énormément de dégâts et qui causent aussi pour les assurances un casse-tête, c'est-à-dire qu'on se demande si le monde de 2040, de 2050 sera encore assurable. Mais le changement climatique, c'est aussi la fonte des glaciers, ce qui entraîne mécaniquement la hausse des océans. Et tout ça, ça a des effets catastrophiques sur des millions d'espèces dont les habitats sont profondément modifiés. Ces espèces, évidemment, l'homme en fait partie, mais on va revenir plus tard sur le fait que, évidemment, que les autres espèces comptent pour la survie de l'homme. L'écocide, ensuite, c'est un acte criminel d'origine humaine qui consiste à détruire délibérément et en totalité un écosystème, que ce soit par l'épuisement complet des ressources d'une zone, de la mise en danger de son écosystème ou du trafic international d'espèces protégées qui y sont installées. Bon, ça c'est pour la définition officielle, et malgré plusieurs tentatives, l'écocide n'est pas encore entré dans le droit international, mais ça ne saurait tarder. L'effondrement, ensuite, appelé aussi collapsologie, c'est une théorie qui va plus loin, qui englobe ces phénomènes, mais qui nous projette dans un monde malheureusement pas très souhaitable. Ça suppose en fait que la civilisation telle qu'on la connaît, notre monde, risque de s'effondrer dans les années à venir en raison de crises majeures qui causeraient un effet domino détruisant toutes les institutions de notre civilisation thermo-industrielle. Ça ne représente cependant pas la fin du monde, comme certains le disent, mais la fin d'un monde. En revanche, l'humanité ne se compterait plus en milliards, mais seulement en millions, et ce, seulement quelques décennies après le point de bascule. Enfin, la 6e extinction de masse, aussi appelée Holocène, c'est l'éradication massive qui a déjà commencé. L'éradication massive des espèces animales, quel que soit leur type. C'est la perte récente de biodiversité qui est due, encore une fois, aux activités humaines. Si la Terre a connu précédemment 5 extinctions massives, celle-ci est différente, car elle est causée par une seule espèce animale, c'est-à-dire nous, et qu'elle est bien plus rapide et forte que les autres. Chaque jour, des centaines d'espèces disparaissent. Et même si certains se fichent bien de la disparition d'un insecte dont ils ignoraient l'existence jusqu'à présent, ils ne devraient pas, car la vie humaine n'est possible que grâce à un écosystème complexe qui implique toutes les espèces.
Mais plutôt que de dédier ce podcast à des définitions très théoriques, je préfère laisser la parole à des personnes qui en parlent bien mieux que moi. Tu vas donc maintenant entendre les extraits qui évoquent et qui expliquent les menaces auxquelles répond la résistance écologique. Bien sûr, tu retrouveras tous les liens vers les contenus originaux en description de cet épisode. On va commencer par écouter un extrait de Réveillons-nous, un projet de Camille Etienne pour Pensée sauvage qui mêle poésie et activisme. Je suis désolée. On n'y est pour rien. On n'était pas là quand ils ont décidé de couper les arbres pour en faire des billets, de sacrifier la moitié des animaux marins en 40 ans pour quelques points de croissance, d'enfermer la nature dans des parcs et de parquer le vivant dans des eaux. On n'était pas là quand ils ont décidé de trouer la couche d'ozone pour sentir bon nez dessous de bras, quand ils ont vidé les océans pour y mettre du plastique. On n'était pas là quand ils ont décidé que ça valait le coup de condamner certains à la misère pour nos t-shirts à 1 euro qu'on oublie au fond des placards, quand ils ont décidé que certains métiers valaient mieux que d'autres, que pour finir les fins de mois, il fallait mieux être designer ou start-upper que paysan, infirmier ou professeur. J'aimerais vous dire que ça va aller, qu'on peut continuer à binge-watcher Casa de Papel, popcorn à la main, pendant que nos décideurs s'occupent de faire tout le sale boulot. J'aimerais vous dire que la technologie sauvera le monde, que ces politiques en carton nous préparent autre chose qu'un avenir en porcelaine, que les grandes compagnies ont compris maintenant. Ça y est. Mais vous y croyez vraiment ? On n'y est pour rien. On n'y est pour rien et pourtant nous devenons complices. C'est notre faute parce qu'on s'est laissé endormir, doucement, à coups de fake news en intraveineuse. On a pris goût à leur confort. On s'est assoupi, bercé avec du progrès dans nos biberons. On a eu la flemme. L'inaction a le goût de pizza Deliveroo. Pendant qu'on produit, qu'on jette et qu'on recommence. Pendant qu'on like, qu'on share et qu'on stalk. Pendant qu'on swipe à droite pour draguer et qu'on swipe up quand on a assez de followers, il y a les derniers éléphants d'Afrique. Les baleines qui s'étouffent sous le plastique. Il y a les glaciers qui fondent et les forêts qui brûlent. La terre qui se consume à mesure que l'on consomme. Dans la production Nous y voilà, nous y sommes, le collectif On est prêt décrit avec talent les menaces qui nous guettent de manière si limpide qu'il devient impossible de nier l'évidence. Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance, nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure. Nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air. Nous avons conduit 3 voitures. Nous avons vidé les mines. Nous avons mangé des fraises au bout du monde. Nous avons voyagé en tous sens. Nous avons éclairé les nuits. Nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche. Nous avons grossi. Nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. On a réussi des trucs carrément épatants. Très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu. Franchement, on s'est bien marré. Franchement, on a bien profité. Et on aimerait bien continuer. Tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. Certes. Mais nous y sommes, à la 3e révolution, qui a ceci de très différent des 2 premières, la révolution néolithique et la révolution industrielle pour mémoire, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire, la 3e révolution, demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui, on n'a pas le choix. Elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidé, après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. À l'exception des fourmis et des araignées qui nous survivront, car très résistantes, et d'ailleurs peu portées sur la danse. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix. On s'exécute illico et même si on a le temps, on s'excuse, affolé et honteux. D'aucuns, un brin rêveur,
tente d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance. Peine perdue. Dans le même genre, Extinction Rebellion a également produit un contenu qui m'a pas mal marqué. Ça s'appelle Vous la voyez, et ça envoie du très très lourd. Vous la voyez ? Levez! Vous la voyez, l'absurdité de notre société ? Des protections jugées insuffisantes. Les masques, pas toujours conventionnels. Vous la voyez, l'absurdité de laisser le droit de vie ou de mort à une logique marchande ? Vous la voyez, l'absurdité de nous endoctriner dès le plus jeune âge dans une compétition biaisée par l'origine sociale ? Vous la voyez, l'absurdité de prétendre qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini ? Palm oil is one of the top 3 drivers of deforestation. Wild spaces are shrinking. Vous les voyez, ces maigres privilèges ? Vous ne pouvez en bénéficier qu'au détriment des plus démunis et de la planète. Lutter contre toute cette pollution. Vous les voyez, tous ces biens superflus ? Ils ne peuvent être produits qu'en exploitant les plus pauvres et une nature qui n'en peut plus. Vous n'en avez pas besoin, mais on vous les vend comme source de bonheur. Écoutons maintenant Pablo Servigne, co-auteur de Comment tout peut s'effondrer et créateur du concept de collapsologie en France, nous parlait justement de l'effondrement dans une interview. Quand on s'intéresse aux problèmes du monde et de la biosphère, on tombe toujours sur le mot effondrement, que ce soit les populations d'oiseaux, d'insectes, les écosystèmes, la biosphère, ou même humainement, politiquement, des classes sociales, des régions, des régimes politiques, etc. Et en fait, prises ensemble, interreliées, toutes ces crises amènent la possibilité d'un effondrement systémique global, que ce soit notre société, mais ça peut être pire si on fait les mauvais choix, ça peut même être un effondrement de notre espèce ou de la biosphère, de la majorité des espèces sur Terre. Alors toutes ces questions sont passionnantes d'un point de vue scientifique et sidérantes, renversantes, bouleversantes. Et donc ce qu'on a appelé collapsologie, c'est l'ensemble de ces travaux scientifiques qui traitent de ces questions d'effondrement, de tous les effondrements possibles. Et en fait, c'est tellement sidérant et bouleversant que juste la science, le logos, la raison n'est pas capable de traiter cette question. Et ça amène même des questions émotionnelles, psychologiques, spirituelles, métaphysiques, éthiques, qu'il faut aussi traverser et qu'on devra aborder forcément. Ça remet en question tout notre rapport au monde et c'est ce qu'on a appelé, un peu en s'amusant, la collapsosophie, la sagesse, comment on peut vivre bien en ayant conscience de ça et pour les années à venir, pour les tempêtes à venir. Et finalement, pour nous, pour notre génération, la question c'est d'arriver à naviguer entre un tout est foutu, qui est relativement toxique comme posture, à l'opposé, c'est je veux que des bonnes nouvelles, c'est l'optimisme béat qui veut des solutions et surtout tu ne me parles pas de mauvaises nouvelles, qui est une sorte de déni en fait. Entre les deux, il y a un chemin, un équilibre à trouver dans la posture pour arriver à se dire finalement une autre fin du monde est possible. Pour une analyse plus synthétique de cette notion d'effondrement, qui est, comme tu l'as compris, une menace plus qu'une simple théorie, voici ce qu'en dit Hugo Décrypte dans sa vidéo intitulée « La théorie de l'effondrement ». En fait, la théorie de l'effondrement, c'est l'idée d'un enchaînement de tout un tas de crises qui ont des conséquences importantes sur notre société et qui, à terme, pourraient conduire à la fin de l'humanité. Par exemple, aujourd'hui, on constate l'accélération de la disparition des espèces animales, le réchauffement climatique, la surpopulation ou encore des crises économiques. Pour les scientifiques qui croient en cette théorie de l'effondrement, tous ces problèmes qui s'enchaînent les uns après les autres, ils vont avoir un effet domino. Et à un moment donné, la majorité de la population n'aura plus accès à des ressources de base comme l'eau par exemple. À la
fin, on passerait de un peu plus de 7 milliards d'habitants sur Terre comme aujourd'hui à seulement quelques millions. L'un des principes importants de cette pensée, c'est donc que l'homme est à l'origine de sa propre fin à cause de son activité humaine. Cette théorie, elle a un autre nom, on l'appelle aussi la collapsologie. Alors ça va peut-être vous faire paniquer, mais la majorité de ceux qui croient en cette théorie et la collapsologie sont d'accord pour dire que cet effondrement aura lieu dans la première moitié du 21e siècle. La première moitié du 21e siècle, c'est-à-dire donc avant 2050. Donc selon ceux qui croient en la théorie de l'effondrement, on va tous y assister. Mais en fait, d'où vient cette théorie? Alors c'est pas nouveau, on en entend parler pour la première fois avec le rapport Meadows en 1972. Le scientifique américain Dennis Meadows alertait notamment sur le danger du développement des technologies et prévoyait l'effondrement pour 2030. Mais le terme, il rentre vraiment dans les débats avec le livre Effondrement de Jared Diamond paru en 2005. Edouard Philippe faisait d'ailleurs référence à ce livre dans le Facebook Live que j'évoquais tout à l'heure. Dans son ouvrage, Jared Diamond donne l'exemple de sociétés qui ont causé leur propre fin, notamment celle de l'île de Pâques par exemple, même si on peut nuancer un peu sa thèse. En effet, de nombreux scientifiques pensent qu'il est trop alarmiste et que la définition de l'effondrement ne colle pas vraiment avec une société comme celle de l'île de Pâques. Bref, plus récemment, les scientifiques Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont publié en 2015 le livre Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont inventé le mot collapsologie. La théorie de l'effondrement, elle s'étend à un public de plus en plus large et touche particulièrement le monde politique. On peut prendre l'exemple de l'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet. Il est membre du parti politique Europe Écologie Les Verts et président de l'institut Momentum, dont le but est d'alerter sur le risque d'un effondrement de notre société et de trouver des solutions pour l'éviter. Les partis écologistes ne sont pas les seuls à alerter sur l'effondrement, on l'a vu avec Edouard Philippe, même si les écologistes pour la plupart pensent que la politique menée par Edouard Philippe est très loin d'être suffisante, notamment en matière d'environnement. En tout cas, ça reste un sujet quand même assez méconnu par le reste de la population et relativement peu traité dans les médias. Alors, est-ce qu'on peut échapper à ce scénario catastrophe? Pour les scientifiques, la solution serait évidemment de réduire au maximum la pollution et ça passe par une remise en question de notre manière de consommer et de produire. Loin des grandes lignes parfois floues, Vincent Verza de la chaîne Partager c'est sympa nous plonge dans le futur dystopique qui nous attend si rien ne change. Sans aucune certitude, essayons d'imaginer. France, 2040. L'effondrement de l'économie mondiale, les diverses ruptures d'approvisionnement et la hausse massive des prix poussent des millions de gens dans la pauvreté. Face à ces crises sociales, le scénario le plus probable est l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement autoritaire qui aura su le mieux manier la peur qui se sera emparée du pays. Les frontières seront fermées et militarisées pour empêcher les réfugiés de venir, les supermarchés seront quasi vides. Le pétrole sera rationné et alloué en priorité aux forces dites de sécurité, ainsi qu'au fonctionnement des vieilles centrales nucléaires qui de toute façon tourneront au ralenti en raison des canicules. Incapable de satisfaire les besoins de base de la population, ni évidemment de relancer la croissance dans une économie effondrée, ce gouvernement jouera sur l'ennemi intérieur et extérieur pour maintenir l'ordre. Et je serai probablement en prison. Abordons maintenant de façon plus spécifique l'écocide, avec un extrait de L'écocide, ce crime écologique contre l'humanité, qu'est-ce que c'est? Où Valérie Cabanès explique la définition de ce terme au HuffPost. Un écocide, c'est un crime contre la sûreté de la planète, contre l'habitabilité de la Terre. Très concrètement, c'est une atteinte grave à des communs naturels, à des systèmes écologiques qui, en étant détruits ou durablement dégradés, menacent les conditions d'existence des populations présentes et futures. Le crime d'écocide est proposé en droit français, mais aussi est proposé en droit international comme un des crimes internationaux les plus graves. Les 4 autres crimes sont le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime d'agression et le crime de génocide. Le génocide est une atteinte délibérée à un peuple, la destruction d'un peuple. L'écocide, c'est la destruction de la vie sur Terre et donc finalement le risque de menacer la vie de tous sur un moyen ou un long terme. Donc il est important que l'écocide soit considéré comme un crime autonome, le crime premier, celui qui englobe tous les autres, parce qu'effectivement, si les conditions de la vie sont menacées, nos droits fondamentaux à tous sont menacés. Enfin, décryptons la 6e grande extinction de masse, avec un extrait de la vidéo de Balade Mentale qui aborde ce sujet. On pense que 90 à 99% de celles ayant existé sur Terre se sont déjà éteintes. La très grande majorité a disparu dans le cadre d'un processus d'extinction lent et progressif. L'autre au cours d'une vingtaine de crises plus ou moins intenses que la Terre a traversées au cours des 540 derniers millions d'années. La plupart de ces crises sont dues à des éruptions volcaniques majeures, au mouvement des plaques tectoniques
ou encore à des astéroïdes. Mais la dernière est due à cette forme-là. Homo sapiens, mode de vie occidental, rien à battre de la nature. Bienvenue dans l'extinction massive de l'Holocène, une crise qui, de par son ampleur, est capable de prétendre au titre de 6e grande extinction. Car elle est bref, à l'échelle mondiale, et comparable en nombre de disparitions sur une courte période aux 5 plus grandes extinctions massives qu'a connues notre monde et qui ont toutes abouti à la disparition de plus de 75% des espèces. Soyons clairs, on n'en est pas encore arrivé à ce chiffre, mais je sais pas pourquoi, je nous sens joueurs. Car si nos ancêtres nous ont fait rentrer dans cette crise à petits pas en décimant essentiellement des gros animaux, depuis un siècle, on a clairement passé la vitesse supérieure. Et les disparitions concernent désormais les espèces de toute taille et dans une proportion de toute autre ampleur. Aujourd'hui, on estime qu'une espèce d'oiseau sur 8, un mammifère sur 4, un amphibien sur 3 et 70% de toutes les plantes sont en péril. Alors, avant d'aller te pendre suite à ce podcast, attends les prochains, car on va rapidement commencer à parler de solutions concrètes, d'espoir et de positif. Tu vas découvrir que même si les choses sont graves, et qu'on n'en parle pas assez, tu peux faire ta part, et on peut s'en sortir. Enfin, pas vraiment revenir à la situation telle qu'elle était il y a quelques siècles, mais on peut limiter la casse. Ce que tu as entendu dans cet épisode n'est pas facile à entendre, surtout au début. Ça pique, on est dans le déni, on refuse d'accepter de s'y confronter. Et puis, agir, c'est admettre la situation, c'est la rendre réelle, et c'est ça qui nous fait peur, à juste titre d'ailleurs. Même si le constat est noir, nos actions peuvent être lumineuses. Nous, les humains, avons causé cette situation. Heureusement, nous avons aussi le pouvoir d'arrêter le massacre et de changer. Je te laisse donc te renseigner sur les notions qui t'ont semblé les plus importantes dans cet épisode, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à la question que tu te poses sans doute désormais, est-ce que tout est vraiment foutu ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple, c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.